Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant les prédictions d'Albert, d'Aharonov et d'Amato. Alors, leur analyse est basée sur une analyse contrafactuelle. Alors, on a déjà parlé de ce terme. Il fut introduit par Stapp en 71 et fut repris par plusieurs auteurs, dont Herbert, et qui dit que on considère des résultats expérimentaux qui permettent de faire des déductions sur l'état des systèmes physiques. Puis, lors d'une expérience, on utilise les résultats obtenus dans le raisonnement, même si on n'effectue pas effectivement les expériences qui permettent d'obtenir ces déductions. Ce fut considéré par Stapp, par Herbert et par d'autres comme une connaissance minimale pour les raisonnements. C'est le minimum qu'on puisse avoir. En réalité, c'est extrêmement dangereux. Alors, en physique classique, il n'y a aucun problème. Prenons par exemple un raisonnement contrafactuel en physique classique. Je prends une boule de pétanque, si je la pèse, je sais par diverses considérations que je vais obtenir une masse de 10 kg. Je n'effectue pas l'expérience, je ne fais pas la pesée, mais je sais que c'est ce que j'obtiendrai. Puis je fais une expérience où la boule tombe sur mon pied. Mais je sais que la mesure de sa masse aurait dû donner 10 kg. Donc je sais qu'en tombant sur mon pied, ça va me faire très mal. Ce raisonnement est tout à fait correct. Mais en mécanique quantique, il s'avère qu'un raisonnement contrafactuel est dangereux. Prenons le cas très simple. Une particule avec une certaine position, une certaine impulsion. Je mesure sa position précise, je vais obtenir un résultat précis, une position précise. Maintenant, je n'effectue pas cette mesure. Je ne mesure pas cette position. Mais je sais que si je la mesurerais, j'obtiendrais un résultat précis. Donc, à la place, je mesure son impulsion précise. J'obtiens une impulsion précise. Et alors je dis, si j'avais mesuré sa position, j'aurais eu une position précise. Je ne sais pas quelle valeur j'aurais obtenue, mais elle aurait été précise. Et donc j'ai une position précise et une impulsion précise en même temps. Et ça, c'est en violation du principe d'indétermination de Heisenberg. C'est une violation de ce que nous connaissons des phénomènes quantiques et du comportement des particules. Donc ce raisonnement n'est pas correct. On n'effectue pas la mesure de la position, et donc on ne peut pas utiliser ce résultat. Alors, Albert, Aharonov et D'Amato ont effectué une analyse qui concerne la connaissance rétrospective d'un état quantique. Donc on a un phénomène physique, on effectue différentes mesures, et à partir des résultats, on fait des raisonnements pour en inférer quel est l'état physique du système quantique. Alors, ils ont fait plusieurs raisonnements, en voici un très simple. Ils partent d'un émetteur de photons. Les photons sont polarisés de manière aléatoire. Ça passe dans un filtre polarisant vertical, qu'on va appeler V. Et une partie des photons passe. Puis ils arrivent à un autre détecteur, un autre filtre polarisant, appelé I, et un détecteur D. Le filtre polarisant est incliné à 45 degrés. Il se fait que dans ce cas-là, on va le voir ça tout de suite, la moitié des photons qui passaient ici, donc ici, si on avait N photons, la moitié des photons seulement passent à travers le deuxième filtre à 45 degrés. Et la question qu'il pose, en fonction de ce qu'on obtient ici, donc on détecte un certain nombre de photons, que peut-on alors en déduire de l'état des photons à cet endroit-là, en parlant bien sûr de ceux qui sont passés. Si on effectuait des mesures sur ces photons, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Alors ils effectuent deux expériences de mesure. Une où on rajoute un filtre vertical, V',
Et là, ils disent, les photos qui passent le premier filtre sont dans l'état de polarisation verticale, et donc dans le deuxième filtre vertical, ils passent tous entièrement. Et en nouveau, on a un demi-photon qui arrive de l'autre côté. L'expérience montre que c'est effectivement le cas. Et donc, ils en infèrent, puisque tous les photons passent à travers le filtre, que l'état des particules est l'état polarisé verticalement, V. Deuxième expérience, il place cette fois-ci un filtre oblique à 45 degrés, I'. À nouveau, si on fait l'expérience, on trouve que la moitié des photons arrivent de l'autre côté, le même résultat. Et de plus, les photons qui arrivent ici, qui arrivent sur le détecteur, sont dans l'état polarisé à 45 degrés. Et donc, de tels photons doivent passer à travers le filtre I'. D'ailleurs, s'ils ne passaient pas à travers le filtre I', ils n'arriveraient pas de l'autre côté. Et donc, ils en infèrent que son état doit être I, oblique. Et ils en arrivent donc à la conclusion que l'état du photon entre les deux est à la fois dans l'état V et dans l'état I. On sait que ce n'est pas nécessairement une hérésie. On sait, nous l'avons vu, avec un état quantique quelconque, qu'on peut avoir, on peut dire, la particule est dans tel état ou dans tel autre, la même particule au même moment dans le même état. Par exemple, une particule peut avoir certaines positions et certaines impulsions. Donc, peut avoir plusieurs états. Le problème ici, c'est qu'on donne des états précis. Or, il s'avère que les polarisations verticales et obliques sont incompatibles. Les opérateurs correspondants ne commutent pas. Elles sont incompatibles comme la position et l'impulsion dans notre exemple précédent. On a une relation d'incertitude qui dit que si l'état donné est vertical, alors son état oblique est imprécis, avec une certaine probabilité. Et donc, là, on a une difficulté, une contradiction, quelque chose qui ne va pas. Notons que dans ce raisonnement, ils ont fait deux choses. D'abord, ils regardent le résultat final pour en inférer le résultat qui est là. Et l'autre chose, c'est qu'ils utilisent le résultat des deux expériences pour déterminer l'état ici. Et donc, ils font un raisonnement contrefactuel. Ils utilisent le résultat d'une expérience dans un raisonnement sur une autre expérience. De plus, certains ont dit, c'est curieux, mais on dirait que le fait d'utiliser des filtres II' semble influencer l'état du passé, la V et la I, avec un état, une influence sur le passé, ce qui est tout aussi hérétique, bien entendu. Voyons un peu ce que nous disent les états relatifs. Dans les états relatifs, la situation est un peu différente parce qu'on n'a pas de réduction et donc on a toujours des états complets et pas des états définis. Les états définis ne sont détectés que relativement à l'état d'un observateur. Ici, nous n'aurons pas besoin de l'observateur, nous aurons juste besoin de l'état des photons dans le dispositif. Alors au début, l'état ici est V. Les photons passent un filtre de polarisation verticale, ils sont donc dans un état V. On va prendre ça comme point de départ, donc on n'a pas besoin de ce qui se passe avant. On a des photons qui sont dans un état V. Et dans un état V, on peut les exprimer soit dans la base de polarisation verticale horizontale, soit dans une base I bar, qui est la base de polarisation à 45 degrés, et dans l'autre direction, à 45 degrés, dans l'autre sens. Les états s'expriment comme I est égal à H
quand même, V plus H. Et I bar égale V moins H. Bon, en toute rigueur, il faudrait mettre un 1 sur racine de 2. Hein. Pour que les états soient normalisés, il faut mettre un 1 sur racine de 2. C'est pas très important. Vous pouvez le rajouter si vous faites certains calculs détaillés. Et on voit clairement que pour un état donné, on se retrouve avec moitié-moitié. Donc le résultat de la moitié des photons. En particulier, l'état V s'exprime comme I moins I bar. Et si les photons sont dans l'état V et pas H, ils ont une chance sur 2 d'être dans l'état I, donc une chance sur 2 de passer. Et inversement. Notons qu'avec l'électromagnétisme classique, la polarisation est à 45 degrés, et donc l'intensité lumineuse est multipliée par le carré du cosinus. Et le carré du cosinus de 45 degrés, ça vaut 1,5. Donc tout est cohérent au moins de ce point de vue-là. Donc au départ, le photon est dans l'état V, c'est-à-dire I plus I bar. Et lui laisse passer cette composante-là, et donc après être passé le filtre, le photon se retrouve dans l'état I moins qui passe, I bar absorbé par le filtre. Donc soit le photon passe, soit il est absorbé par le filtre, et on a donc un état superposé. Et donc on a une chance sur 2 de l'observer dans le détecteur. Si on dit, alors pour la deuxième expérience, c'est exactement la même chose. Celle-là ne pose pas de problème. Hein. Le photon est dans l'état V, il passe dans un filtre V, il reste dans l'état V. C'est pratiquement comme l'expérience précédente. C'est surtout celle-là qui est problématique. En tout cas, dans l'analyse de Albert, Aharonov et D'Amato. S'il est dans l'état V, alors, en passant, si on dit qu'il passe par l'état I, si on dit que le photon qui passe le filtre ici est dans l'état I, alors il doit aussi passer ici. C'est vrai, mais nous ne regardons là qu'une seule composante, la composante non absorbée. On doit considérer l'état complet. L'état complet, c'est que lorsqu'il passe I', on a un état V, et l'état c'est I moins I bar ici, I bar absorbé. Ici, il est absorbé par I, le filtre ici, et ici, il est absorbé par I'. Et évidemment, quand il passe le deuxième filtre, même chose, l'état I passe, est détecté, et l'autre état, il a déjà été absorbé par I'. Il n'ira pas plus loin. Il n'y a donc plus de mystère. Dans tous les cas, on a une superposition d'états I et I bar, avec dans certains cas, I bar qui est absorbé par le filtre I ou par le filtre I', selon l'expérience qui est réalisée. On note une difficulté que si on ignore les composantes absorbées et qu'on en fait des déductions abusives. L'état ici est V et pas I. C'est l'état complet. Mais c'est vrai que si on ignore volontairement la composante absorbée, il ne reste plus que I. Mais il faut considérer l'état complet. Ce qui se passe, c'est qu'un raisonnement contrafactuel, donc outre ce raisonnement d'ignorer une composante, un raisonnement contrafactuel, c'est équivalent à un raisonnement épistémique. C'est une déduction à partir d'informations que l'on dispose par d'autres voies. Et il faut être prudent avec ce genre d'analyse. Savoir, non seulement si ces déductions sont correctes,
mais si elles peuvent réellement s'appliquer à la situation considérée. Ce n'est pas nécessairement évident. Et ce qu'ont fait Albert Aharonov et D'Amato, c'est qu'ils ont confondu un état physique réel avec un état résultant d'une déduction. Donc, ils ont confondu l'état réel avec l'état ignorant une composante plus une déduction. Évidemment, ils obtiennent des résultats contradictoires. L'état réel, I moins I bar, l'état en ignorant une composante, juste I. Donc il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de difficulté. Oui, quand on fait un raisonnement contrafactuel, il y a du danger. On peut obtenir des résultats incorrects. Et de fait, l'erreur, outre ce raisonnement à rebours en ignorant certaines composantes, l'erreur contrafactuelle ici, avec des composantes qui sont des bases V, H et I bar, qui sont incompatibles parce qu'elles ne commutent pas, c'est une erreur analogue à celle de la particule, où on mesure la position et l'impulsion. C'est beaucoup plus flagrant dans ce cas-là, mais c'est ce qu'ils ont fait ici. Ils ont utilisé une expérience, obtenu un résultat, ils font une expérience, ils font un raisonnement abusif, et comparent un autre résultat, comme si on avait comparé la position et l'impulsion, ce qui est incorrect. Donc non seulement le résultat pour dire c'est I est faux, comme on le voit, mais en plus, ils ont comparé ce qui n'est pas comparable. Ils ont comparé les pommes et les poires. De manière générale, si on fait attention à ne pas faire ces comparaisons abusives entre des expériences différentes, et si on utilise les états relatifs, en prenant les états complets, sans réduction, en général, c'est beaucoup plus facile, ça marche mieux, on fait moins d'erreurs. C'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie les états relatifs, c'est parce que on ne doit pas faire des raisonnements sur les états définis, sur les réductions, et dire quand est-ce que les choses se produisent, quand est-ce que la réduction se produit. Donc il n'y a pas de souci là. On a des états complets, point barre, et c'est beaucoup plus facile. Et c'est écrit par la mécanique quantique pure et dure, sans rajouter de postulat. Donc on fait beaucoup moins d'erreurs dans ces cas-là. Donc, c'est pas mal. C'est déjà ça, c'est déjà une bonne raison pour apprécier cette interprétation. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons l'expérience d'Afshar, une expérience qui a réellement été réalisée dans le but d'invalider la dualité onde-corpuscule, qu'on appelle aussi le principe de complémentarité. Je vous remercie.